En médecine, on s'attend souvent à une forme de certitude rassurante. Genre une radio qui montre un os cassé, on plâtre, et bah fin de l'histoire. Mais quand on explore la schizophrénie, la radio, elle devient complètement illisible. Elle est floue, ouais, c'est clair. C'est ça. Et c'est ce qui rend nos sources d'aujourd'hui si percutantes pour cette nouvelle exploration. On va croiser le livre Demain j'étais folle de la psychologue norvégienne Arnhild Surnanov, Avec les travaux cliniques récents sur le rétablissement. et ça montre une toute autre réalité, tu vas voir. Grave. L'histoire d'Arnhild, elle frappe super fort d'entrée de jeu. À 14 ans, elle tombe malade. Elle entend la voix d'un fameux capitaine qui lui ordonne de se mutiler. Et pour elle, les simples trottoirs de sa ville, c'était perçu comme des précipices mortels. C'est une entrée vraiment terrifiante dans la maladie. Et ça s'accompagne d'un internement très lourd, une perte totale d'identité. Mais le truc fou, ce qui l'a mené jusqu'à l'obtention d'un doctorat en psychologie en 2017, c'est son refus frontal. Son refus du pronostic, c'est ça. Oui, elle a catégoriquement rejeté l'idée des soignants qui lui disaient d'apprendre à vivre avec ses symptômes. Elle voulait pas de cette chronicité inéluctable. Mais attends, là j'ai vraiment besoin de comprendre le mécanisme. Parce qu'on t'annonce un diagnostic, ça sonne carrément comme une condamnation à perpétuité sans remise de peine, quoi. C'est exactement l'effet que ça fait, oui. Mais on sort pas d'une psychose sévère juste, je sais pas moi, avec de la pensée positive ou en boudant ses médecins. Comment le simple fait de refuser une étiquette médicale, ça modifie l'évolution de la maladie? C'est pas une simple rébellion d'adolescente, c'est la réappropriation de son pouvoir d'agir. En psychiatrie asilaire, quand on t'enferme dans la case de malade chronique incurable, on te prive de tout avenir. Et sans projet de vie, l'isolement s'aggrave. Exactement. Et le niveau de stress explose, ce qui nourrit littéralement les symptômes psychotiques. Donc en refusant cette fatalité, Arnhild, elle a pu réactiver sa capacité d'apprentissage cognitif. Ah, c'est la fameuse analogie du vélo dont elle parle dans le livre. C'est ça. Elle explique qu'elle a dû apprendre à ne plus être psychotique. Et une fois que le cerveau a enregistré ce nouvel équilibre, ça s'inscrit neurologiquement. En gros, la guérison, ça s'oublie plus. Et cette idée d'apprentissage, ça rejoint parfaitement le nouveau paradigme clinique du recovery ou du rétablissement. Contrairement à cette image de dégradation lente et inéluctable, les statistiques récentes sont folles. Vas-y, dis-nous. Un tiers des patients guérit complètement. Un tiers s'en sort avec un accompagnement et un dernier tiers lutte à long terme. Donc, l'espoir de faire partie du premier tiers, c'est pas juste un sentiment agréable. C'est un vrai moteur. Voilà, c'est un véritable moteur thérapeutique qui modifie l'architecture même de la guérison. Ça change complètement la perspective, ces chiffres. Mais si on veut vraiment favoriser cette mécanique de guérison, le premier obstacle, c'est pas le vocabulaire qu'on utilise, hein. Enfin, le mot schizophrénie, ça veut dire esprit divisé, quoi. Et ça entretient tout de suite le vieux mythe hollywoodien de la double personnalité. Mais grave! C'est pour ça que les documents proposent de renommer ça syndrome de distorsion de la réalité. Et ce choix des mots, il a un impact clinique direct. Parler de distorsion de la réalité, ça décrit juste la mécanique interne du trouble. Genre, un cerveau qui, momentanément, traite mal les informations sensorielles. On déplace le problème, en fait. Complètement. C'est plus une identité dangereuse ou fracturée dont il faut avoir peur. C'est une expérience altérée du monde qui nécessite du soutien. Et ça force la société à changer de comportement. On arrête de voir ça comme une âme brisée irrémédiable et on passe d'une logique de confinement à une logique de réintégration. C'est le cœur du message d'Arnhild. Il n'y a pas eux d'un côté et nous de l'autre. Le rétablissement implique de sortir de la psychiatrie asilaire pour recréer un vrai lien social. Surtout qu'une personne en crise psychotique reste hypersensible à l'humiliation et à la stigmatisation. Exactement. Si la culture environnante l'isole, on bloque la possibilité même du rétablissement. La vraie neurodiversité, c'est de recréer un environnement où chaque fonctionnement garde sa citoyenneté. Et d'ailleurs, les textes mettent en lumière un exemple fascinant de ce que le Maroc et les Marocains sont capables de faire. Il y a un véritable élan de solidarité en santé mentale. C'est un excellent exemple de communauté, oui. On y voit une vraie acceptation de l'autre dans les pratiques culturelles, une façon d'inclure la neurodiversité naturellement sans rejeter la personne. C'est exactement l'environnement dont on parle pour briser la stigmatisation. Tout à fait. Et pour aller au bout de cette logique, les recherches soulèvent une perspective finale assez radicale. Au lieu de voir la psychose juste comme un déficit clinique, genre un bug du cerveau, certains suggèrent de l'envisager comme un processus extrême de résolution de problèmes. Attends, c'est vertigineux comme idée. N'est-ce pas ?
L'idée, c'est que face à une angoisse existentielle écrasante ou un environnement perçu comme invivable, l'esprit déformerait la réalité à très haut risque pour tenter d'y survivre. Donc la crise, ce serait l'ultime tentative d'adaptation d'un système nerveux en détresse. Exactement. Une tentative désespérée pour essayer de marcher sur ce fameux trottoir perçu comme un précipice. Finalement, si la psychose est un mécanisme de survie extrême, il s'agit plus de forcer la personne à admettre qu'elle a tort, Non, il s'agit plutôt de comprendre ce précipice invisible. et de trouver comment l'aider à construire un pont par-dessus. Une idée super provocatrice à méditer pour repenser totalement la neurodiversité de notre côté. C'est là-dessus qu'on clôture cette plongée. Merci de l'avoir suivi et à très vite. Ciao.